Europe 1 Sport, Céline Géraud. Bonsoir et bienvenue à bord. Europe 1 Sport, vous le savez, c'est 7 jours sur 7, 20h, 23h, 3 heures de sport sans transpirer bien sûr, 3 heures pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète sport. Et ce soir, nouvel épisode dans le feuilleton de la Ligue des Champions, la suite des huitièmes de finale, retour. Avec notamment le Real Madrid face à Manchester City, coup d'envoi 21h. Karim Benzema sera là, alors après sa rupture assumée avec Didier Deschamps, il ne lui reste que l'Europe pour finir avec du panache. On en parlera avec nos experts. Hier, le phénomène norvégien des Citizens, Erling Haaland a torpillé Leipzig, 5 buts en un peu plus de 30 minutes, impressionnant. Alors entre héros au super pouvoir, Haaland, Mbappé, qui est le plus fort? On en débattra. Une saison de Coupe d'Europe qui se poursuit avec un seul club français encore engagé, l'OGC Nice, demain en Ligue Europa Conférence. Les 5 autres sont tous passés à la trappe. Autopsie d'une débâcle avec nos spécialistes dans quelques minutes. Et puis J-1 avant la liste de Didier Deschamps pour les 2 matchs éliminatoires pour l'Euro 2024 face à l'Irlande et aux Pays-Bas. Quelle défense pour les Bleus? Qui dans les cages? On en débat dans quelques instants. Et mes experts que je salue ce soir, ils sont en forme olympique forcément, à commencer par Juan José Dorado, spécialiste du foot espagnol pour Europe 1. Buenas tardes. Buenas noches, Céline. Buenas noches, on dit. Oui, je suis un peu avancé. Grégory Schneider, bien sûr. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à tous. Cédric Chasseur. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et Jimmy Algerino. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Vous êtes en forme? Oui, très. Bon. Alors vous l'avez suivi en direct et en intégralité hier soir sur Europe 1, la victoire écrasante de Manchester City face à Leipzig, 7-0 avec un quintuplé historique du cyborg norvégien Erling Haaland. Alors la prestation colossale du Norvégien a propulsé une nouvelle vague de comparaison avec Kylian Mbappé. C'est notre premier débat Europe 1 Sport. Europe 1 Sport, Céline Géraud. Mbappé et Haaland, qui sera le meilleur joueur de la planète à la fin de la saison? J'ai très envie de vous poser la question. Alors on a longtemps eu ce binôme, on l'a toujours d'ailleurs, Ronaldo-Messi, mais enfin ils sont plutôt en fin d'histoire, qui se sont partagés quelques ballons d'or, à toi, à moi. Et est-ce que ce tandem va pouvoir reprendre le flambeau des attaquants surdoués qui marquent plus vite que leur ombre? Qui est le plus fort? J'ai du mal à me décider pour l'un ou pour l'autre. Ce qui est certain qu'à la fin de la saison, comme tu dis, je penche plutôt du côté des Haaland, tout simplement parce que Haaland, il est toujours en Champions League, il a toujours la possibilité d'engranger des buts derrière, des très belles performances, parce qu'effectivement, il pourrait gagner ce titre, ce qui n'est pas le cas de Kylian Mbappé. On est à 10 buts pour le Norvégien en 6 rencontres en Ligue des Champions cette saison, alors que Mbappé, lui, c'est 7 buts en 8 matchs. C'est exceptionnel aussi, mais c'est finalement en dessous du Norvégien et forcément c'est définitif pour lui. Même sur l'ensemble de la saison, puisque l'un est à 39, l'autre est à 31, quand on additionne ce qu'ils ont réussi à faire aussi dans leur compétition confondue, c'est ça. Compétition confondue. Donc petite pièce sur Haaland d'ici la fin de saison, mais effectivement l'histoire reste à écrire. Mais vous avez peut-être volontairement réduit ça à Haaland et Mbappé. Et permettez-moi de vous dire que dans les années à venir, il y a un jeune homme qui s'appelle Vinicius qui pourrait effectivement venir troubler ce duo dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Ils ont frappé fort en tout cas, ces deux-là pour le moment. Grégory Schneider. Pour moi, il n'y a pas photo. Haaland ou Mbappé? Haaland, il est porté par son équipe. Il est précoce en plus. Non, mais Haaland est porté par le collectif de City, qui lui préexistait, qui est un collectif extrêmement performant, qui est probablement la meilleure machine collective d'Europe depuis plusieurs années, indépendamment de qui gagne ou pas la Ligue des Champions. Donc il est porté par ce collectif. Mbappé porte le Paris Saint-Germain. Alors, il ne fait pas que porter l'équipe, il porte le club, puisqu'il en dessine le projet, et il porte même la marque d'un État. Donc bon, ce garçon a quand même les épaules larges et une faculté à supporter un poids incomparable. Quand on dit ça, c'est pas semi-ironique, mais c'est des responsabilités, c'est des choses qui sont dans la tête, c'est des choses à supporter, à paramétrer, à gérer. C'est comme s'il avait, pour moi, une vie ou deux d'avance. Parce que Haaland, à un moment donné, ses responsabilités les aura. Il portera le. Oui. Mais c'est comme si Mbappé était un peu parti en avant-garde. Je pense que le boulot de Mbappé. Le boulot de Haaland, c'est footballeur. Le boulot de Mbappé, c'est alors peut-être footballeur, mais alors dans une redéfinition XXL du périmètre de ce qu'est le football. Un genre de couteau suisse, Vishna. Oui, voilà, où il paramètre, où il dit alors le projet sportif, on va prendre machin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile. Haaland a
comment dire, à ce bonheur de pouvoir s'en tenir à ce qu'il passionne le foot. Mbappé est aussi passionné par le foot, mais il doit paramétrer. Mais on lui en met quelques-unes des couches supplémentaires sur les épaules. Il les a réclamées, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Voilà. Cédric Chasseur, pour moi, Haaland, Mbappé, qui sera le plus fort à la fin de la saison? À la fin de la saison, pour moi, le plus fort restera Kylian Mbappé parce que, comme l'a dit Grégory, il supporte beaucoup plus de choses. C'est déjà, sans vraiment l'avoir sur le bras, le capitaine aussi de son équipe. C'est peut-être potentiellement le capitaine de l'équipe de France dans quelques jours. En fait, Mbappé, c'est difficile aussi de vouloir comparer Haaland et Mbappé parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Même si ce sont deux attaquants, au final, Haaland, c'est davantage, on va pas le réduire à ça, mais c'est davantage un attaquant de surface. En tout cas, quand il marque tous ses buts hier, c'est un attaquant de surface, alors que Kylian Mbappé, c'est davantage un attaquant de couloir. Haaland n'a pas la vitesse d'Mbappé, mais Mbappé n'a pas forcément la puissance d'Erling Haaland dans la frappe, dans la surface. Les deux ont un potentiel qui est hors norme, mais c'est vrai qu'en termes de joueur le plus complet, je dirais que ça reste tout de même Kylian Mbappé à mes yeux, et il ne faudra pas oublier au terme de la saison tout ce que Kylian Mbappé a fait pour la Coupe du Monde et pour l'équipe de France notamment, donc mon choix reste sur Kylian Mbappé. Ouais, effectivement, il y a match, il y a battle. Jimmy Algerino, vous, votre cœur penche plutôt pour Haaland, Mbappé, qui sera le plus fort? Alors Céline, moi je vais répondre exactement à la question que vous avez posée, parce que la question c'était qui va être le meilleur à la fin de la saison. Et pour moi, je pense qu'à la fin de la saison, ça sera Haaland. Parce qu'il est encore en vie en Ligue des Champions, son club? Non, mais tout simplement parce que Greg l'a dit, mais bon, après c'est au détriment d'Mbappé, c'est qu'il se focalise que sur le football et l'aspect du terrain. Voilà. Et c'est vrai qu'Mbappé, avec tout ce qui s'est passé par rapport à sa signature, par rapport au club, tout ce qu'il fait, on le voit, de donner des conseils à ses coéquipiers pour bien se nourrir, bien dormir, ce qu'il doit faire sur le terrain. Oui, il est nutritionniste, on avait oublié cette nutritionniste. Et directeur de la performance, puisqu'il est mis au plumard avant 11h, puisqu'il aura dit messieurs. Et intendant. Jimmy Algerino. Et de la communication, parce que aussi le fait d'avoir fait venir quelqu'un qui le connaît bien. Donc tout ça, je pense, est un peu au détriment de Kylian Mbappé. Pour la saison, par contre, pour la carrière, Mbappé sera largement au-dessus, parce que tout simplement, il est français, il joue pour l'équipe de France, et parce qu'il a un talent et un mental beaucoup plus fort. Ah, ça vous le décelez dès maintenant? Parce qu'il y a un record de précocité pour Haaland, 22 ans et 236 jours. J'ai regardé, l'attaquant le plus jeune à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des Champions, devant Kylian Mbappé. Alors, ça ne joue pas à grand-chose, c'est 22 ans et 352 jours. Vous voyez, il y a des spécialistes qui se sont amusés à compter. Mais Kylian Mbappé, ce qu'il va avoir pour lui, c'est qu'il va ramener la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, ce qui n'a jamais été fait. Pas tout de suite. J'ai mis. Pas tout de suite. Grégory Schneider n'a pas l'air aussi sûr que sur vous. l'ensemble de sa carrière, pour moi, il sera devant Haaland. Mais pour la fin de saison, ça sera Haaland qui sera devant Kylian Mbappé. Sera-t-il encore au PSG s'il gagne la Ligue des Champions? Je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression déjà, qu'encore, c'est ça. Mais en Espagne, il est encore une fois courtisé. Enfin, ça sera un autre sujet. Mais je vais juste rajouter, et pour répondre à Jimmy notamment, c'est que Haaland n'a encore rien gagné. City est deuxième de Première Ligue, est en quart de finale de Ligue des Champions, mais évidemment, plus les tours passent et plus ça va se corser. Donc au final, City est encore possiblement capable de faire une saison blanche. Ouais. Est-ce que si City ne remporte aucun trophée, on a toujours cette discussion? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà, le PSG certes n'aura gagné que le championnat de France. En tout cas, c'est bien parti avec 10 points d'avance à quelques journées de la fin. Et il reste pour moi ce bilan de la Coupe du Monde où Haaland n'y était pas. Je vous rappelle quand même que le problème aussi d'Erling Haaland, c'est peut-être aussi d'être norvégien. Juan Rosé, oui, j'allais dire la même chose. Son problème principal, c'est qu'il est norvégien et il n'était pas à la Coupe du Monde et on n'est pas sûr qu'il puisse gagner la Ligue des Nations, qu'il puisse gagner d'autres compétitions avec la Norvège. Mais on répondait à la question, c'est sur la fin de saison. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la carrière, on voit que le potentiel que développe aujourd'hui Mbappé est supérieur à celui d'Haaland. C'est vrai que Mbappé n'a pas un entraîneur non plus comme Guardiola qui quelque part, parce que vous avez tous remarqué, Haaland ne joue pas comme il jouait du côté de Dortmund, il joue différemment parce que Guardiola c'est un entraîneur très particulier. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la carrière, je suis d'accord avec vous, Mbappé a cet avantage et puis cet avantage suprême.
il est français. Oui, c'est sûr. Il y en a un au niveau du profil aussi. Il y en a un, c'est un Golgoth, c'est un tueur en quelque sorte. L'autre, il est plus flamboyant, c'est plus un artiste. Et pour terminer, je pense que si vous prenez un peu les buts inscrits cette saison par Erling Haaland et par Kylian Mbappé, vous entourez Kylian Mbappé de vide, il est capable de marquer des buts. Vous entourez Erling Haaland de vide, je ne suis pas certain qu'il a les ballons pour arriver pour marquer les buts. Donc c'est aussi là toute la différence entre les deux joueurs à mes yeux. Grégory Schneider, amateur 16, on parle de ce duel à distance évidemment entre Mbappé et Haaland. Qui est le plus fort selon vous? Quel est l'attaquant qui va faire la plus belle saison? Grégory Schneider. Ils ont choisi de se développer différemment. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que Mbappé a pris le leadership. Il a dit voilà, j'ai des idées, je sais comment on y arrive, donc on va mettre tout d'équerre derrière moi. Haaland a été, s'il avait voulu faire différemment, il aurait signé au Real de Madrid, puisque c'était. Mais là, on lui a tout donné. L'or, la mire, l'encens, l'entraîneur. Non, mais on lui a dit voilà. Et il avait besoin de ça. Il s'est dit que son devenir sportif passerait par ça. Haaland a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il est allé dans la plus grande machine collective en disant tiens, eux vont me mettre là-haut. Je dis pas qu'il y a un bon choix et un mauvais choix, mais ça en dit beaucoup de la personnalité respective des deux joueurs, de l'orgueil de Mbappé. Alors je dis ça avec tout le respect, parce que sans orgueil il n'y a pas de champion de ce niveau, et surtout pas lui. Mais ça dit aussi qu'Haaland a peut-être une vision un peu plus collective et un peu plus comment dire. Il voit le puzzle en fait. Il se voit comme une partie du puzzle, parce que quand tu joues avec De Bruyne, quand tu joues avec Rodri, quand tu joues t'es quand même avec des mecs qui te valent ou à peu près. Donc il s'est vu comme ça. Sa place, c'est-à-dire qu'en tout cas il a accepté pour l'heure d'être une partie du puzzle, de ne pas être au-dessus de la mêlée. Voilà, d'être une partie du puzzle et pas celui qui le dirige. Jimmy Algerino, sur cette approche de Grégory Schneider, vous le suivez? Oui, sur l'intelligence de Haaland d'aller à Manchester City, effectivement, parce que je pense qu'il a compris que par rapport à son jeu et par rapport à ses caractéristiques, Guardiola pourrait et va sans doute lui permettre de passer certains caps, certaines barrières qu'il n'a pas et qu'il n'avait pas là où il était avant. Mais pour ma part, je pense que la suite de ces deux joueurs, c'est qu'il y a de grandes chances. Enfin, c'est quelque chose qui me fait dire ça, mais on risque de les retrouver tous les deux au Real de Madrid d'ici quelques années. Oui, parce que je pense que le Haaland, c'est son objectif, et il y avait cette étape de Manchester City et surtout de Guardiola. Et pour Mbappé, je le pense aussi, une fois, je le répète, qu'il aura mené la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Alors justement, vous me faites une passe toute trouvée pour Juan José Dorado. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de fans de Madrid qui ont signalé que finalement, avec ce joueur, un Vinicius Junior dans l'équipe et un Benzema vieillissant, le Real Madrid a finalement plus besoin aujourd'hui de Haaland que de Mbappé. En gros, il serait plus compatible. S'il garde Vinicius, le binôme, ce serait plus Vinicius Haaland que Vinicius Mbappé. Sachant qu'il y a Endrick, un Brésilien qui va arriver en 2024 et qui va, entre guillemets, remplacer, c'est le remplaçant naturel, entre guillemets, de Karim Benzema. Mais surtout, le problème aujourd'hui, c'est que du côté de Madrid, ce n'est pas qu'on n'en veut pas de Mbappé, c'est qu'une partie des supporters de Madrid, après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ils ne veulent plus le voir, mais tout simplement parce qu'ils sont fatigués de cette histoire. Et donc, voir arriver Haaland avec un profil complètement différent, un renard des surfaces, quelqu'un qui est capable de jouer comme le faisait à un moment donné Anelka, même s'il n'a joué qu'une seule saison du côté du Real, au Morientes à sa belle époque, du côté du Real, voir Raoul, un joueur de ce gabarit-là, de cette technique-là à l'intérieur de la surface, ferait le plaisir des supporters de Madrid et de Florentino Pérez. Mais c'est vrai que c'est surtout à cause du fait que ce qui s'est passé ces 2 dernières saisons avec Mbappé a fatigué beaucoup les supporters du Real. Allez, on va boucler ce débat évidemment et on continuera à en parler de ce tandem Haaland-Mbappé qui va animer notre saison de foot en Europe et en France évidemment, puisque on le rappelle, le PSG ne joue plus cette Coupe d'Europe. Ce sera l'un des débats d'ailleurs tout à l'heure. Allez, près de 3 mois après la finale de la Coupe du Monde, on va enchaîner parce que Didier Deschamps est de retour aux affaires. Demain, il va donc dévoiler, vous le savez, sa liste pour les 2 premiers matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Et cette semaine, dans Europe 1 Sport, tous les soirs, on joue au sélectionneur. On aime beaucoup ça. Alors, hier, on a beaucoup parlé de l'attaque, mais ce soir, qui en défense ? C'est notre 2e débat, Europe 1 Sport. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Parce qu'on se pose la question, à qui pour remplacer Varane, Kimpembe je vais vous entendre. Voilà. Est-ce que vous avez des petites idées ? Il y a beaucoup de pistes, évidemment. Il y a des valeurs sûres, mais... Plus que des idées. Oui. Grégory Schneider ?
Les deux ont fait place nette. Je pense que Konaté, de toute façon, a été programmé pour suppléer. Bon, déjà, t'as Upamecano, t'as le Cador. Hein. T'as le mec. Pour vous, ouais, non, mais alors, il s'est installé. Pas que pour moi. Hein. Non, mais c'était le mec autour duquel tu vas pouvoir faire les finitions. Donc, t'as le grand joueur, t'as lui. Alors, je vais vous dire, et regardez bien ce qui va se passer demain. Je mets une grosse pièce sur Monsieur Fofana. Ah ouais, c'est Fofana. Oui, parce qu'il a retrouvé là. Alors, bon, comment dire, c'est un joueur particulier, c'est un homme. Comment je pourrais dire ça sans le. Disons que c'est parfois quelqu'un d'un petit peu léger, d'un petit peu tête en l'air, d'un petit peu. Mais la vitesse avec laquelle il arrive à être efficace. Par exemple, il est blessé 6 mois et au bout de 2 matchs, il met tout le monde sur le banc, que ce soit à Leicester, que ce soit. Il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il a quand même un potentiel hors. Complètement hors zone par rapport à un mec comme Koundé par exemple, croyez-moi, il n'y a pas photo. Alors après, l'idée c'est que le mental ou la construction de l'homme suive et puisse tenir le joueur à ce niveau-là, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas avec lui. Il n'a pas ce côté un peu rigoriste qu'a Konaté mais inévitablement vous allez le retrouver sur la tartine, je peux vous le dire, ça fait guère de doute. Donc d'accord, et vous êtes d'accord Cédric Chasseur, autour de Konaté, de Fofana. Surtout, oui, et puis surtout, je rejoins ce que disait Grégory sur Upamecano. C'est que ce qui est incroyable, c'est de regarder les premières prestations d'Upamecano en équipe de France. Et regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Mais c'est le jour et la nuit. Et moi, je me souviens très bien du premier ou du deuxième match d'Upamecano, mais je me dis, mais jamais il ne va s'imposer en équipe de France. Ils ont joué ensemble déjà tous les deux contre l'Australie. Hein. Oui, non, mais c'est même avant ça, sur les matchs éliminatoires ou sur la Ligue des Nations, Upamecano est presque catastrophique, malheureusement. Il met pas un pied devant l'autre. Il subit la pression plus qu'il ne la supporte. Comme quoi, faut pas les condamner. Et c'est vrai que le Bayern lui a fait beaucoup de bien, ce passage avec le Bayern. Et il s'est trouvé une certaine stabilité. Et derrière, il a assumé le statut. Et aujourd'hui, il fait figure presque taulier de cette défense, avec Konaté qui vient faire un schéma naturel finalement de charnière. La question en fait, c'est de savoir si Didier Deschamps va rester sur ce schéma à 4 ou à 3. A priori, il va garder ce schéma à 4 qui avait fait un peu fini la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Le schéma à 3 est presque enterré. Et donc ça veut dire qu'il y a certains pistons, comme on les appelle, qui vont perdre des places, et on va plutôt avoir des latéraux naturels ou des défenseurs centraux capables d'évoluer à gauche ou à droite pour dépanner si besoin. Allez, 20h23, vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 Sport. On est ensemble jusqu'à 23h, évidemment, comme tous les soirs. Ce soir, il y a de la Ligue des Champions. Le match 8e de finale retour entre le Real Madrid et Liverpool avec Karim Benzema. On va en parler dans quelques instants. Ça va être un match de dingue avec beaucoup de buts. On l'imagine, on l'espère. En tout cas, on est avec Jimmy Algerino, Grégory Schneider, Cédric Chasseur et Juan José Dorado. Et on parle justement de cette liste de Didier Deschamps qui sera donc dévoilée demain pour les 2 premiers matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Jimmy Algerino, cette défense, vous la voyez comment ? Il y a des noms qui sont sortis dans cette émission. Wesley Fofana, Konaté, Upamecano, Camavinga aussi, vous y croyez ? Oui, en fait, ces noms... Pour dépanner à gauche seront, puisque ils y étaient en tout cas pour la Coupe du Monde, donc ils y seront. Mais comme surprise, ça n'est pas une. Mais bon, je crois que le bon championnat de Pavard et le bon parcours du Bayern de Munich, qui pour moi risque d'aller au bout, je pense que pourrait peut-être le relancer. Et puis moi, pour la surprise, je mettrais plutôt le défenseur du Milan AC, Kalulu, qui pourrait faire peut-être une surprise et être testé sur ses premiers rassemblements, parce qu'il a le potentiel et cette aptitude de pouvoir s'intégrer et venir rajouter de la performance à ce poste-là, sachant que c'est vrai, pour l'équipe de France, il y a quand même de très très bons joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Juan José Dorado. On attend la surprise du chef, de Didier Deschamps, parce qu'il nous avait surpris lors du mondial avec Camavinga en tant que latéral gauche. On était tous surpris, et puis on a vu que même au Real Madrid, Ancelotti a décidé de le mettre côté gauche aussi. Mais c'est surtout les latéraux qui inquiètent, entre guillemets, les Espagnols. C'est ça où on n'a pas encore très bien compris pourquoi Camavinga était du côté gauche, pourquoi Koundé, qui avait joué beaucoup avec Séville dans l'axe de la défense, a été déplacé sur la droite.
Mais on a vu qu'en fin de compte, après ce mondial, les choix qui avaient été faits par Didier Deschamps n'étaient pas si bizarres que ça, puisque, encore une fois, Camavinga se retrouvait sur le côté gauche en défense avec Ancelotti. Oui, mais la remarque de mon confrère est quand même, je trouve, particulièrement pertinente, parce l'axe a énormément supporté. C'est-à-dire que Koundé a quand même pris des vents, il a été parfois en difficulté. Contre les Anglais, Saka fait une musique à Hernandez sur son côté. Et ce que je veux dire, c'est que par contraste, la force de l'axe, c'est-à-dire du duo Upamecano, Konaté, Varane, du trio, ils ont vraiment porté la maison, y compris Loris, qui a vu pleuvoir les centres sans arrêt parce que ça arrivait dedans. Non mais c'est-à-dire que c'est eux qui ont tenu la maison, parce qu'ils ont effectivement souffert, comme le dit Juan José, ils ont effectivement énormément souffert sur les côtés. Oui, alors vous me parliez de Lloris, justement, ça enchaîne parfaitement, puisqu'on va parler des gardiens. C'est l'autre grand sujet qui nous anime. Lloris et Mandanda, qui ne sont plus en équipe de France. Le chantier est ouvert. Il y a des noms qui s'imposent naturellement. Jimmy Algerino. Mais Maignan, pour moi, reste quand même le gardien qui le devrait, successeur assumé. De passer de 4e ou 5e à titulaire à ce poste-là. C'est vrai que il y a Areola qui pourrait éventuellement, par rapport un peu à l'expérience, par rapport à son passé. Ouais, mais il n'a jamais vraiment confirmé. Il n'est pas un peu sorti des radars. Vous pensez pas qu'il a quitté un peu le... Il a quitté, mais bon, ça permet quand même à Deschamps aussi de pouvoir se reposer, parce qu'il aime bien ça, d'avoir des joueurs un petit peu qu'il connaît bien, qu'il a eu, qui sont là depuis quelque temps. Ouais. Mais bon, Maignan si c'est pour largement. Alors, Jimmy, en studio, ils sont pas d'accord. Non, mais si c'est pour mettre une chasuble et porter des plots, tu peux aller chercher un agent de la DDE quand même. C'est peut-être pas la peine de t'embarrasser d'Areola, parce qu'il ne joue guère, ce garçon. Arrive un moment, il n'est pas interdit de penser que le fait de jouer de temps en temps peut te faciliter l'accès à l'équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est pas une maison de repos. Il a peut-être des dossiers sur Didier Deschamps, on ne sait pas. C'est peut-être ça qui lui permet d'avoir l'équipe de France. Mais moi, je reste surpris. C'est une énigme. C'est un magicien merveilleux. Si tu joues jamais, non mais à ce compte-là, on peut y aller, Céline. Je veux dire, voilà. Il y a Samba. Aussi, Brice Samba qui lui joue. Alors, oui, sur le coup, c'est ça. Non, mais en fait, le poste de 3e gardien, c'est celui où on a les gardiens potentiels qui jouent le plus. C'est-à-dire Brice Samba, Alban Lafont, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples-là. Maignan en 1 et Samba si vous allez chercher et Lafont derrière. Si vous avez la logique qui souvent prévaut, tu vas chercher le mec des espoirs, et c'est Meslier quand même. Ouais, c'est ça. C'est le gardien de voilà, tout à fait. Jimmy Algerino. Céline, on sait très bien que sur certains postes, et le poste de gardien, même si c'est numéro 3, il y a besoin d'avoir des joueurs qui peuvent avoir un impact, qui peuvent avoir aussi une personnalité, qui peuvent avoir aussi la confiance du coach pour pouvoir après le faire rayonner au sein du groupe. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains joueurs, certains profils sont là, même s'ils ne jouent pas trop en club. Et puis surtout, tous ces joueurs, tous ces gardiens dont vous venez de parler, ce sont de jeunes gardiens, et qui n'ont pas d'expérience avec l'équipe de France. Donc tout ça, il faut bien se lancer quand on connaît Deschamps, on sait très bien que c'est primordial pour lui d'avoir ce genre de profil. Et après, bien sûr, le talent vient en même temps. Juan José Dorado. C'est très difficile de remplacer Lloris. Parce qu'on n'oublie pas, au-delà de ses performances sportives, au-delà du poids qu'il avait dans le vestiaire, c'était le capitaine de cette équipe des France. Il est depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est un poste très, très particulier. Alors, Maignan, effectivement, c'est le remplaçant naturel de Lloris. Mais derrière, il faut former des jeunes. Et donc, effectivement, Mbamba, on peut le mettre du côté Samba, deuxième, troisième gardien. Mais c'est surtout le poids des Lloris qui est très difficile à remplacer. Et puis, est-ce qu'il va avoir les épaules nécessaires, et sportivement parlant, avec cette équipe de France dont on parle d'un axe de la défense qui est plus ou moins établi, mais sur les côtés, on voit qu'il y a des soucis avec les latéraux. Ça reste très compliqué. C'est beaucoup plus simple de remplacer le milieu de terrain quand on a remplacé Pogba à la limite que de remplacer aujourd'hui Lloris.
Grégory Schneider. D'autant que c'est quand même un mec à part. C'était quelqu'un, par exemple, qui était assez proche des joueurs qui, à un moment donné, étaient un peu en marge. C'est-à-dire que c'est arrivé à Giroud, par exemple. Il était très proche de Giroud. Quand Pavard a eu des difficultés, il était très proche de Pavard. Ça veut dire que quand il arrive une catastrophe ou quelque chose qui ne va pas, tu vas devant les médias, tu dis attendez, vous touchez pas aux gamins, c'est sur moi que c'est moi qu'on allume parce que je suis là devant vous. Enfin, il faisait par feu un peu. Non, mais c'est quand même très spécial. Et tu as le niveau de performance. Alors ça, c'est pour ça que c'est très mystérieux. Parce qu'on dit, techniquement, on va tous se mettre d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Maignan est un peu meilleur que Lloris. Mais un gardien, c'est jugé sur quoi? En phase finale d'une Coupe du Monde, il y a 4 arrêts à faire. Il y a celui qui les fait, il y a celui qui en fait 3, il y a celui qui en fait 2, il y a celui qui en fait 0. Lloris, il fait les 4. Regardez en 2018, regardez ce qu'il a fait là contre les Anglais, il a été phénoménal. Contre le Maroc, quand il n'y avait plus rien qui tenait, ils étaient emportés, tu voyais plus que lui. C'est-à-dire que c'est quand même un... C'est le dernier, la dernière balise. C'est un peu la dernière balise parce que ce sont ces joueurs-là, donc ce sont des joueurs particuliers avec des... Et tant que tu n'as pas éprouvé ton gardien dans ces situations-là, tu ne sais pas. Donc je pense que Lloris, quand même, on était quelques-uns à penser, au sortir de la Coupe du Monde, qu'on avait eu le meilleur, nous. Qu'on avait le meilleur gardien, très franchement, aux séries de pénalty près, parce que tu peux penser aux Croates. Mais sur les matchs, sur les 90 minutes ou les 100, c'est quand même phénoménal. Il faut avoir les épaules, effectivement. Il va falloir être costaud pour endosser le costard. Parce que tu le sentais à un moment donné, quand plus rien ne va, tu sentais que c'était lui ou Varane ou parfois ou pas Mécano. Mais voilà, c'est comme les joueurs, c'est là que ça se passe. C'est là que l'histoire du foot s'écrit. Et là, c'est difficile de savoir ce qu'il y a au fond du mec. Et sa voix portait sur le terrain beaucoup plus que le seul son qu'on peut avoir dans les conférences de presse du Lloris, où là, pour le coup, c'était une voix qui était beaucoup plus calme et posée, mais sur le terrain, c'était complètement différent du côté du Lloris. Moi, la seule crainte que j'ai avec Mike Maignan, davantage que sur la capacité à gérer sur sa ligne ou à gérer sa défense, c'est physiquement. Si les blessures vont pouvoir s'éloigner un peu de lui, moi j'ai une petite crainte sur sa capacité à tenir sa fragilité musculaire, notamment au niveau des mollets. Si il va pouvoir enchaîner, parce que du coup ça va, les matchs de l'équipe de France, les rassemblements vont s'enchaîner avec les matchs du Milan. Donc c'est ma seule petite inquiétude aujourd'hui sur la capacité de Mike Maignan à devenir numéro 1. Jimmy Algerino, pour finir. Pour conclure. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous savez, par rapport à ce poste-là et aux joueurs d'expérience, comme Areola, c'est que Didier Deschamps, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit à la Fédé, son renouvellement, les prochaines échéances, il va prendre 0 risque, il va prendre 0, même si le gardien est très très bon dans son club, il va faire en sorte de tout maîtriser au centimètre près, au millimètre près. Et c'est vrai que de s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît bien, sur lesquels il les a côtoyés déjà depuis pas mal de sélections et pas mal de temps, mais ça sera aussi pour lui quelque chose en moins à gérer parce que il y a tellement de choses à faire et tellement de choses peuvent se passer qu'il a pas besoin de se rajouter de jeunes joueurs ou des joueurs sans expérience qui pourraient peut-être passer à travers ou avoir des difficultés. D'où Areola dont vous parliez. Merci Jimmy Algerino. En tout cas, évidemment, demain on sera fixé et on verra si vous avez été perspicace, les garçons. On en reparlera demain soir. En attendant, cette semaine, la Coupe d'Europe anime nos soirées. Nous allons devoir nous passionner pour des équipes d'Espagne, d'Angleterre, du Portugal ou d'Italie. Quelle horreur! Mais c'est pas une corvée! Mais ce n'est pas une corvée, Juan José Dorado. Il n'y a simplement plus qu'un seul club français en course et c'est Nice. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et quel club? Et quel club? Et autopsie d'une débâcle maintenant. Europe 1 Sport avec Céline Géraud. Parce qu'évidemment, on va se régaler, on a des belles soirées, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Ce que j'explique, c'est que le PSG, l'OM, mais aussi Monaco, Rennes et Nantes, par ici la sortie. Alors, scalpel, ciseaux, on va ouvrir la bête, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, parce que Nice, dernier des Mohicans, demain en Ligue Europa Conférence face au Sheriff Tiraspol. Comment expliquer cette déroute collective? Qu'est-ce qui cloche? Grégory Schneider. Aïe, je voulais bien passer après. Moi, parce que Docteur Grégory Schneider. Docteur Grégory Schneider, vous avez vos trois couleurs. C'est un peu... Voilà, médecin légiste, autopsier la bête. C'est un peu particulier, parce qu'en fait, c'est des cas différents, je trouve. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais il y a des cas différents, d'accord, mais c'est tous au même stade, quasiment. Tout à fait. Alors, par exemple, je crois que les absences de Bourigeaud au mauvais moment et de Terrier ont quand même cassé l'assise technique et collective de Rennes. Je pense que c'est Traoré. Il ne faut pas oublier l'importance d'Amari Traoré, le capitaine.
ouais, sur l'énergie, sur le. Mais là, pour on parle de Rennes. Ouais, là on parle sur la maîtrise du jeu. Quand tu perds Terrier, t'as pas Bourigeaud le jour où il faut pas. C'est pas la même. Après, il y a un alignement des planètes qui est plus ou moins, mais c'est aussi ça. Ouais, voilà, c'est aussi. Après, c'est toujours un peu le problème. Alors si on doit dire quelque chose qui les lie. J'ai pas toujours été impressionné par l'engagement qu'ils ont mis dans les matchs. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, de toute façon, c'est très simple. Tu commences par donner et après, peut-être, tu récupères un petit peu de ton investissement. Mais tout le monde donne. C'est-à-dire que ton adversaire y met aussi. Tu joues à 1000 tours. Le rythme est supérieur. C'est-à-dire et j'ai pas toujours été subjugué par l'engagement, par l'énergie qu'ils y ont mis. Alors attention, après. Pour Rennes, c'était plutôt un problème de maîtrise technique, puisqu'on a vu que Donetsk les a quand même un petit peu trimballés ou anesthésiés. Mais sur Monaco, par exemple, ça m'a frappé. J'ai eu l'impression que les Leverkusen laissaient flotter les rubans, ils jouaient au foot, ils étaient 6 dans la surface à la tombée du ballon. Il y avait une espèce d'allant, il y avait quelque chose en plus qui, en tout cas, manquait à Monaco. Quant à Paris, c'est toujours un peu particulier puisque c'est la Ligue des Champions, donc c'est les équipes à part. Mais Paris est tout simplement une équipe qui n'est pas faite pour gagner la Ligue des Champions. On l'a dit, redit, ça a été dit ici, elle n'est pas faite pour ça. Sinon, elle n'aurait pas pris un vrai gardien en 2019, puisqu'ils ont pris un vrai gardien, c'est Navas, le premier qui est arrivé. Ils ont quand même resté 8 ans sans prendre de gardien de ce niveau-là. Donc Paris, c'est un peu particulier. Mais sinon. C'est un peu ce qui m'a même qui vous a interpellé. Nice à Tiraspol, j'en attendais plus. Ou quand Nantes se fait démolir par Karabakh à 2 reprises. Enfin, ils se sont fait quand même écraser. Donc Karabakh, il courait, il y avait un. Donc je les ai sentis un peu spéculatif. Allez, dans 25 minutes, un peu moins maintenant, le coup d'envoi de ce match, Real Madrid-Liverpool, que vous pourrez suivre en intégralité et en direct sur Europe 1. C'est les 8e de finale retour de la Ligue des Champions et c'est sur Europe 1. On se régale ce soir et on débat en attendant de cette débâcle, cette déroute collective pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Juan José Dorado, si on se met un peu au-dessus de la mêlée là et qu'on regarde à l'intérieur du moteur... L'Espagnol, qu'est-ce qu'ils en pensent ? L'Espagnol qui a encore... bien rigolé, Vous avez combien de clubs Nous avons encore 3 clubs en Europa League et un club en Conference League. Bien joué. Donc on avait 7 clubs au départ, en comptant la Champions ouais. League, et donc on en a encore 5 qui sont en compétition. Alors le problème français, tu parlais d'un problème match par match, je pense que c'est structurel. Quand vous regardez, j'ai regardé ce qui se passe depuis 20 ans. Depuis l'année 2000. Professeur Juan José Dorado. Non, mais il y a des choses que j'ai écoutées en France qui m'ont toujours énervé. Vous voyez, sur la Champions League, depuis l'année 2000, l'Espagne, qui est un championnat décrié dernièrement parce que Messi est parti, Ronaldo est parti, a gagné 11 Champions League sur les 23 dernières. L'Espagne a gagné 11 Europa League sur les 23 dernières. Ah oui. Donc vous voyez... Une sur deux, enfin, une sur voilà, deux. Voilà, donc 50% dont les 3/4 des trophées sont espagnols. Et en France, la première fois qu'on m'a expliqué, quand je suis arrivé là, j'ai écouté un entraîneur qui n'entraîne plus, qui disait que s'il fallait choisir entre la Coupe d'Europe et la Ligue 1, il préférait le championnat. Vous n'entendrez jamais ce type de discours. Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Une nouvelle saison d'Europe Matin commence. Toute la rédaction se mobilise pour vous apporter l'actualité. Témoignages exclusifs depuis le Donbass que vous avez recueillis. Les sujets qui comptent, qui vous touchent, vous interpellent. 8h13, l'interview politique de Sonia Mabrouk. Nous sommes très sensibles à votre présence ce matin avec les auditeurs d'Europe 1. Et de nouveaux rendez-vous vous attendent cette saison. Europe Matin. 7h, 9h. Et quand vous voulez, sur votre appli Europe 1. Dimitri Pavlenko. Ailleurs. D'accord. Donc ça, ce que vous dites, c'est que ailleurs. Même en Allemagne ou en Angleterre Mais écoutez, je me suis dit, je vais regarder quand même un peu plus près. Et je ne parle pas de la Champions League, tu as raison, c'est un championnat, c'est quelque chose de très particulier. Mais en regardant l'Europa League, je constate quand même qu'il y a les Allemands ont gagné dans le micro, Juan José, dans le micro, devant le micro. Les Allemands, excuse-moi, ont gagné une seule fois. Les Anglais à 4 reprises, les Portugais à 2 reprises. Vous voyez l'équipe française ? Non. Il y a quelqu'un Où êtes-vous vous la dernière équipe française, je crois que c'était 2004 face à Valence, c'était Marseille. Oui, ils sont allés en finale contre Atlético Madrid. Oui, en 2018 à Lyon. Donc c'est un problème beaucoup plus profond pour le football français que ça n'allait pour les autres pays qui misent tout le temps sur les compétitions européennes. J'ai le sentiment qu'en France, vous ne le faites pas, les équipes françaises ne le font pas réellement. C'est structurel. C'est structurel. C'est Eric Chasseur. Il n'y a qu'en France que vous allez entendre que c'est problématique de jouer le jeudi et de rejouer le dimanche, par exemple.
Ça, c'est typiquement franco-français de se dire. Mais attendez, il y a la FIFA qui est en train d'essayer d'imaginer un jour de congé. Oui, mais regardez, si vous jouez le jeudi à 21h et le dimanche à 21h, tout va bien. Hein, vous avez les 72 heures de récupération et puis tout est bon. Donc finalement, on est dans les règles. Il n'y a qu'en France où c'est problématique de jouer l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence le jeudi et de rejouer en Ligue 1 et d'avoir une équipe compétitive le jeudi et le dimanche. Alors moi j'exclus Nantes du tableau parce que Nantes, je trouve, a fait le maximum qu'ils pouvaient faire. Ouais, au taquet, ils ont allé au taquet, ils ont même réussi à décrocher un match nul à la Juve inespéré au match aller qui restera comme le Saint Graal de leur saison européenne. Le vrai problème pour moi, c'est l'Olympique de Marseille, éliminé 4e, alors que s'ils avaient joué correctement, ils sont au moins reversés en Ligue Europa et ils doivent pouvoir faire quelque chose en Ligue Europa. À mes yeux, non, parce que c'est parce que eux ont mis cette générosité. Alors là, Tudor, on peut raconter ce qu'on. Bien sûr. Alors ils ont été à une occasion de but, ils ont été quand même à une tête de Kolasinac, effectivement, d'être en 8e de finale. Oui, dans l'engagement, ils ont coché la case. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi. Là, pour le coup, il y a eu un excès. Un excès d'engagement, ils n'ont pas réfléchi, on va pas refaire le match de Tottenham. Mais l'idée, c'est d'être un peu au-dessus de la mêlée, là. Voilà. Pour moi, l'Olympique de Marseille, déjà, c'est un premier problème. Monaco, qui explose en plein vol à domicile, c'est récurrent, mais c'est aussi un problème parce qu'on voit que Monaco n'est pas capable de gérer deux tableaux en même temps. On revient à ce problème de jouer le jeudi, jouer le dimanche. Rennes, il y a eu ses problèmes de blessures. Le Paris Saint-Germain veut jouer à son train de sénateur en Europe et en France, ça ne fonctionne qu'en France. Et ressortez-moi un bon match du PSG dans l'intensité sur 90 minutes en Ligue des Champions cette saison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que face à la Juve, les deux matchs, c'est 2 victoires 2-1 à l'arraché. Évidemment, face au club israélien, c'était un peu mieux, mais c'était un peu plus compliqué. Et puis face au Benfica, ils n'ont jamais réussi à faire la différence. J'ai une info, si vous voulez, sur le passage. Après, j'irai voir Jimmy. Vous n'avez pas le droit de toucher Neymar et Messi à l'entraînement. Vous la voulez, celle-là? Je vous la donne. Elle m'a été douée. Vous n'avez pas le droit de les toucher à l'entraînement. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas le droit de toucher Neymar et Messi à l'entraînement. J'ai pas dit pas de contact sur eux deux. Voilà. Ça, alors là, ils peuvent. Je vous l'écris que mon sang. Oui. Donc voilà, à un moment donné, quand on parle d'intensité, quand on parle de. Alors après, tu te fais déblayer par Munetsi en championnat, tu dis c'est pas normal. Mais enfin, c'est du foot. Et vous voulez juste, Céline, prendre un autre sport, après, juste je vais pour voir comparer. France-Angleterre en rugby. Il y a un entraînement haute intensité 3 jours avant, par exemple, où ils répètent les gammes, où ils vont au charbon. Ah bah oui, en même temps, c'est vraiment un sport de contact. Et la réussite, elle est là sur le terrain 3 jours après. Oui. Peut-être qu'il faudrait aussi s'inspirer de ça et mettre un peu d'intensité à l'entraînement la semaine et jouer correctement le week-end. Alors, on a vu que les joueurs du PSG, d'ailleurs, étaient allés sur des tatamis de judo au Japon pendant leur tournée pour faire du judo. Et on devrait peut-être les envoyer sur des terrains de rugby, en fait. Ce serait peut-être un peu plus... Rugby, MMA, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Bon, Jimmy Algerino, qu'est-ce qui cloche quelle est l'autopsie que vous faites de la déroute des clubs français, vous, docteur Algerino? Moi, par rapport à cette problématique, qui n'est pas de maintenant, qui dure depuis très très longtemps. Faut pas oublier qu'on a 2 coupes d'Europe, donc c'est Marseille et Paris Saint-Germain. Pour moi, là où Juan a raison, c'est sur le côté structurel. Ça veut dire qu'en fait, c'est des clubs, c'est pas les joueurs, parce que quand il y a un joueur, les jeunes, les anciens, en fait, tous les joueurs ont envie de jouer la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, et ont envie de gagner, parce qu'ils savent très bien que pour le palmarès, pour leur carrière, c'est très important. Par contre, je pense que la Fédé, la Ligue et les clubs sont pas organisés, sont pas préparés pour pouvoir amener leur équipe, leurs joueurs à aller le plus loin possible dans cette compétition. C'est tout. On voit en Espagne, par exemple, un club comme Villarreal qui a pas un stade incroyable, qui a pas un budget et qui arrive à gagner, qui arrive à faire des performances. Et nous, on est obligé de mettre en France énormément d'argent pour éventuellement arriver en 8e, voire en quart de finale. Et ça, malheureusement, c'est une vraie problématique. Les clubs n'ont pas ça dans le sang, n'ont pas ça dans l'ADN. Ils sont pas câblés comme le disait ils n'ont pas ça dans l'ADN, que ça soit. Mais à quel moment ils vont se faire inoculer ce virus de la Ligue des Champions ou de la Coupe d'Europe pour essayer au moins d'aller un peu plus loin, de finale, demi-finale et de tout simplement, comme là le fait l'Olympique de Marseille, en amenant Jean-Pierre Papin dans l'effectif, en amenant des joueurs qui l'ont gagné, ou qui sont allés très très loin, qui ont une expérience
l'expérience et qui vont l'amener et qui vont amener cette année. Parce que quand on voit, je prends l'exemple de Paris, quand on voit Nasser qui vient, qui connaît pas la Ligue des Champions par rapport à sa culture au football ou quoi, qui est un compétiteur mais de tennis, mais ça veut dire que la Ligue des Champions, ça demande plus que ça. On sait qu'on part pas en disant qu'on va la gagner. On sait que il faut gagner tous les matchs, que tous les matchs sont importants, que tous les détails doivent être réglés, doivent être gérés. Et ça, c'est l'expérience. C'est des personnes, c'est des présidents comme Pérez au Real de Madrid, qui a lui plus d'expérience que tous les joueurs qui passent chaque année, chaque saison au niveau du club. Et le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas cette expérience. À un moment donné, il y a eu Michel Platini qui était à la Fédé, mais il y a trop peu de personnes compétentes et avec une expérience de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde, qui sont à la tête et qui sont dans les clubs français pour pouvoir aider et amener ces clubs à rayonner un peu plus pour la Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment structurel. Juan José Dorado, en 2 mots pour conclure. Il faut arrêter en France de penser que la Conference League ou l'Europa League, ce sont juste des obstacles. Non. Le Real ou l'Atlético est arrivé 2 fois en finale de la Champions League après avoir gagné à 3 reprises l'Europa League. Séville est arrivé en Champions League après avoir gagné à 4-5 reprises l'Europa League. On va se former en Conference League, en Europa League, et on est capable à ce moment-là d'aller en Champions League et pouvoir faire quelque chose. L'idée de l'obstacle, c'est intéressant. Parce que tu développes forcément des joueurs. Tu développes des joueurs à travers ses expériences. Un joueur est ce qu'il fait ou devient ce qu'il fait. Et normalement, ça doit être un vecteur pour permettre aux joueurs de s'envoler, de prendre une dimension technique, de prendre confiance, d'arriver pleine balle sur d'autres objectifs. Donc effectivement, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Et le niveau de l'Europa League, juste pour terminer Céline, est beaucoup plus élevé cette saison que les saisons précédentes. L'arrivée de la Conference League a aussi un peu ramassé le niveau. Et aujourd'hui, gagner l'Europa League, c'est peut-être pas gagner l'Europa League d'il y a 10 ans. Il y a quand même des grosses équipes, des grosses écuries qui le jouent. Et donc là encore, ce que disait Juan José, sur l'expérience, c'est 2 fois plus, 3 fois plus rapidement en jouant l'Europa League correctement. Allez, vous restez avec nous, bien sûr. Dans un quart d'heure, on va se plonger dans ce match de Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool, 8e de finale au retour avec Karim Benzema, qui sera sur la pelouse avec une motivation décuplée. Il est en rupture avec Didier Deschamps en équipe de France. Alors, est-ce que cette Ligue des Champions peut-elle tout effacer? On va en débattre dans quelques instants. Et puis demain, dans le club de la presse, autour de Dimitri Pavlenko, vous retrouverez Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, pour débattre autour de l'actu. Il y aura peut-être du foot dans l'actu d'ailleurs. Rendez-vous demain à 8h45 sur Europe 1 et à tout de suite. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, à 10 minutes pile poil du coup d'envoi de ce match entre le Real Madrid et Liverpool. On est en plateau, on est en studio même avec Grégory Schneider, avec Jimmy Algerino, avec Cédric Chasseur et Juan José Dorado pour parler de cette équipe du Real et ce divorce avec l'équipe de France qui est consommé. La fracture avec Didier Deschamps est abyssale pour Karim Benzema qui est de retour sur la pelouse ce soir après une petite blessure qu'il avait écartée du match précédent en Liga. Alors est-ce que cette forme de rancœur qui ne dit pas son nom, qu'il nourrit depuis son retour prématuré du Qatar, peut-elle être un atout pour jouer ce match avec le Real ce soir? Tiens, je vous pose la question, Juan José Dorado. Ancelotti a dit il sera à 100. Ancelotti a dit il sera à 100% ce soir. C'est pas un sujet. Il a balayé ça du revers de la main. Il n'a pas voulu en entendre parler de cette histoire. Parce qu'il est toujours à 100% Karim Benzema quand il est avec le Real Madrid. Ouais. C'est ça. Non, je pense tout simplement effectivement qu'il a une revanche à prendre après ce qui s'est passé ces derniers jours avec Didier Deschamps et les déclarations. Et cette revanche à prendre peut-être va commencer aujourd'hui avec ce match face à Liverpool. Parce qu'il n'a plus que l'Europe maintenant à jouer. Et ça vous paraît pas assez? C'est énorme. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il a réalisé ses rêves de gosse. Il a eu le ballon d'or. Il va encore gagner une 6e peut-être Ligue des Champions. Mais il y a cette frustration quand même. Il y a cette frustration parce qu'il a dû quitter d'une très mauvaise façon l'équipe de France forcément, et parce que le contentieux avec Didier Deschamps n'est pas encore fermé. Donc on verra dans quelques jours ou dans quelques semaines s'il y a des déclarations ou des interviews de Benzema pour expliquer sa vision des choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui pour lui, il y a une revanche à prendre par rapport à Didier Deschamps et continuer à montrer qu'effectivement, il est le ballon d'or, que c'est l'un des meilleurs joueurs ou l'un des meilleurs attaquants au monde. Et ça va peut-être commencer aujourd'hui, mais la meilleure revanche pour lui, ça serait de ramener la 15e Coupe d'Europe
pour le Real Madrid. Et la 6e pour lui. Jimmy Algerino, Ancelotti qui dit que évidemment Karim Benzema est à 100%, mais tout le temps, nous dit Juan José Dorado. Et cette revanche, quelque part, de prouver que voilà, malgré les obstacles, il reste un joueur formidable. Ça vous paraît possible ce soir? Est-ce que ça va être une motivation? Est-ce que sa motivation va être décuplée finalement après ces tensions, cette crispation? Parce que on le rappelle, Benzema a une communication très sibylline avec des emojis. Il a quand même dit que Didier Deschamps était un menteur, mais voilà, c'est quand même assez sournois pour l'instant. De toute façon, il sera présent parce que c'est un tel joueur qui sera présent surtout sur un match de Ligue des Champions et en plus de ça au Bernabéu. Par contre, c'est vrai que il est quand même moins, je dirais, il est moins important, je dirais, en ce moment dans le jeu du Real. Je pense que Vinicius est aujourd'hui beaucoup plus voilà, présent et beaucoup plus efficace. Mais avec un joueur comme Benzema dans son équipe et surtout dans cette compétition-là, on est quand même assez serein parce que si Vinicius ce soir ne fait pas le boulot ou même Valverde, Benzema sera présent. Après, est-ce que ça sera une motivation pour lui par rapport à Deschamps? Je pense pas, parce que déjà, ils sont dans une bonne situation. Il y a le fait de gérer, de gagner, bien sûr, et pour pouvoir essayer d'aller en finale et là, de ramener la Ligue des Champions. Là, ça serait un bon clin d'œil et ça sera sans doute là l'occasion pour lui de répondre vraiment définitivement à Deschamps. Grégory Schneider, sur le cas Benzema, je disais l'Europe pour tout oublier, c'était surtout pour finalement passer à autre chose. Moi, je veux pas. Même si c'est lui qui est revenu sur cette affaire, on va le rappeler. Non, en fait, non. Et Didier Deschamps d'abord a commencé voilà, effectivement. Didier Deschamps a remis l'église au milieu du village. Il a dit, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, il a répondu à une question des journalistes, mais enfin, croyez-moi, si Deschamps n'a pas envie de répondre à des questions des journalistes, il y a 1000 manières de savoir le faire. Donc c'est quand même venu d'une déclaration de Deschamps qui a fait sortir Benzema de ses gonds. Moi, je vais pas poser un, comment dire, je vais pas dire c'est l'un, c'est l'autre. Tant que j'ai pas entendu la version de Benzema, moi, de toute façon, journalistiquement, je le fera-t-il un jour, peut-être? Oui, je pense que ça va. On est plus très loin. Moi, il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est que je trouve que la France est passée, ou l'équipe de France est passée à côté de deux des 4 ou 5 plus grands joueurs des dernières générations. C'est-à-dire que Ribéry a trouvé une sorte d'exil en Allemagne, il nous en voulait beaucoup. Il trouvait que les Français avaient une mauvaise idée de lui, ça allait même un peu plus loin, le prenait pour un débile, le type qui ne sait pas parler. Et il a trouvé en Allemagne une estime ou une reconnaissance à la hauteur du joueur. À la hauteur du joueur et voire une protection, parce que s'ils sont jusque-là. Ribéry et Benzema, c'est pas les mêmes zones de fracture, mais quelque part, oui, Benzema a trouvé au Real Madrid un asile pour se développer aussi techniquement, pour des fois oubliés. Il racontait qu'il mettait les bouchées doubles pendant les stages d'équipe de France parce qu'il y a au Real, il y a personne qui n'est pas international, donc ils se retrouvaient assis à se battre en duel, donc ils pouvaient s'entraîner. Donc ils ont. C'est ce qui moi me gêne un peu, je vous l'avouerai, c'est qu'il a fallu des clubs étrangers, alors d'énormes clubs, le Real Madrid, le Bayern, il y a un au-dessus, pour quand même développer les joueurs, des joueurs français. J'aurais aimé que ça passe un peu plus l'un comme l'autre par la sélection nationale. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait mal au cœur. Alors, on va dire, oui, mais ils sont responsables. Je ne veux pas le savoir. Moi, personnellement, je ne veux pas le savoir. Ce sont 2 immenses joueurs. C'est juste un gâchis, quoi. Oui, en fait. voilà. Et quelque part, il est quand même de la responsabilité des structures. Le joueur est précieux, je veux dire. Et les structures doivent le développer. À un moment donné. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu mal au cœur et me laisse un peu d'amertume. Jimmy Algerino. Moi j'ai une idée. J'ai une idée. Enfin, j'allais parler à Cédric. Ça serait de faire une commission, que ça soit au COMEX ou même une commission parlementaire, pour recevoir les 2 protagonistes qui s'expriment et qu'à la fin qu'on sache réellement, parce que je pense que Benzema ne va pas s'exprimer. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent pour plein de choses. Il va pas le faire là dans une semaine ou quoi. Il le fera peut-être encore à sa façon s'il gagne la Ligue des Champions, mais il va pas aller dans le conflit. Il peut très bien Éric Huet proposer un débat télévisé, carrément. Mais entre les deux hommes. Jimmy, le COMEX. Oui, à la COMEX, vous avez raison. Pourquoi pas une concertation? Le COMEX, il est un peu sur les talons en ce moment, quand même. Ils ont d'autres sujets à traiter. Ne pas oublier le pouvoir de nuisance que l'un peut avoir pour l'autre et que Karim Benzema
Benzema peut très bien penser que ça peut être une très bonne idée, ou l'entourage de Karim Benzema aussi peut très bien penser que ce soit une très bonne idée de communiquer un jour avant le match des Bleus, par exemple, avant le premier, avant le retour, le retour au Stade de France face aux Pays-Bas. Il a annoncé sa retraite le jour du retour des Bleus en France. Sur Insta ou sur un truc comme ça. Après, une page dans l'équipe, je pense pas. Non. Juste, Karim Benzema n'avait jamais dit officiellement qu'il était à la retraite. Il avait laissé supposer, mais son il ne message, l'avait jamais dit. Il y avait de lecture. C'est quand même Didier Deschamps qui, en répondant à la question, a dévoilé une vérité, qu'on connaît, un secret de polichinelle qu'on pense qu'on savait, mais que Benzema était à la retraite internationale, ce qu'il n'avait jamais dit. Donc je pense qu'il y a aussi une maîtrise de la communication qui n'a pas plu à Karim Benzema. Et il y a en effet, je pense, des torts partagés du côté. Je rejoins Grégory là-dessus. Allez, on est à 2 minutes du coup d'envoi. On va aller du côté de Santiago Bernabéu dans quelques instants. Juan José Dorado pour conclure. Je vais juste appeler mes confrères de Marca, voir s'il y a l'interview préparée de Karim Benzema vous nous donnez l'information qui pourrait sortir dans les prochains jours. Je vous passerai un petit coup de fil. Mais c'est vrai que je pense que Karim pourrait sortir effectivement dans les jours à venir, dans les 2 semaines à venir, juste avant le match du 24. Surtout qu'il est libre la semaine prochaine. À l'interview ou des déclarations au sujet de ce qui s'est passé du côté du Dakar. Ah oui, vous serez du Qatar. Du Qatar. Oui, du Dakar. Du Qatar. Lapsus. En tout cas, encore que le Dakar va bien finir par se dire au Qatar. S'il était en Arabie Saoudite, c'est plus très loin. Tu peux tirer un mot droit, ça va passer. Il est là sur la pelouse, évidemment. Karim Benzema blessé, on va le rappeler, à la cheville, a priori il a tout récupéré, il n'a pas joué contre l'Espagnol. Voilà, il a tout récupéré, il était au repos, là il va faire son match. On regarde surtout effectivement l'arrivée des Camavinga et surtout Tchouaméni qui n'est pas titulaire. On s'attendait à le voir titulaire, non, c'est Camavinga qui va défendre au milieu. On va prendre la température du côté de Bernabéu dans quelques instants et évidemment, et pour ne pas rater le coup d'envoi de ce match. Merci beaucoup Jimmy Algerino. À bientôt. Merci à vous. Allez. Europe 1, il est quasiment 21h. Vous êtes bien. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud.